14 gouvernantes en 6 mois. Toutes ont échoué. Toutes sont parties. Et le petit garçon de 5 ans continuait de dépérir. Petit à petit, le château de Corbeau était connu dans tout le royaume comme un lieu de pouvoir et de secret. Ses tours noires lacéraient le ciel comme des griffes. Ses murs de pierre gardaient des secrets millénaires. Et en son sein, un des rois dragons les plus puissants du monde régnait d'une main de fer. Mais rien de tout cela n'avait d'importance maintenant, car l'unique héritier du roi dragon était en train de s'éteindre, et personne ne savait pourquoi. Élise Dubois arriva au château par un matin froid d'automne. Sa valise était petite, ses vêtements étaient simples, et son curriculum vitae était la seule raison pour laquelle elle avait été appelée. 10 ans de travail dans des hôpitaux pour enfants, spécialiste des enfants atteints de maladies rares. Des références irréprochables de 3 royaumes différents. Elle avait tout vu. Des enfants avec des fièvres inexpliquées. Des enfants avec des maladies que les médecins n'arrivaient pas à diagnostiquer. Des enfants que tous avaient abandonnés, mais qu'elle avait aidé à sauver. Mais le cas du prince Léo était différent. Les rumeurs étaient parvenues jusqu'à elle des mois auparavant. Un garçon de 5 ans mourant à petit feu. Des fièvres qui allaient et venaient sans explication. Des médecins des 4 coins du monde essayant et échouant. Et un père désespéré qui paierait n'importe quel prix pour une guérison. Élise n'était pas venue pour l'argent. Elle était venue pour quelque chose de plus grand, parce qu'elle savait ce que c'était de perdre quelqu'un à cause d'une maladie mystérieuse. Elle savait ce que c'était de regarder impuissante la vie s'échapper. Elle connaissait la douleur qu'aucun médecin ne pouvait guérir. Son cousin était mort ainsi, à 7 ans, de quelque chose que personne n'avait pu expliquer. Et depuis lors, Élise avait dédié sa vie à empêcher d'autres familles de ressentir cette douleur. Mais rien de tout cela ne l'avait préparée à ce qu'elle trouva. Le majordome l'accueillit au portail principal. Un homme grand, mince, avec des yeux qui semblaient évaluer chaque centimètre de son âme. « Vous êtes la nouvelle candidate, dit-il, sans émotion. Suivez-moi. » Élise suivit. Ils traversèrent des couloirs immenses, passèrent par des salons vides, montèrent des escaliers qui semblaient ne jamais finir. Et pendant tout le trajet, Élise remarqua quelque chose d'étrange. Le château était trop silencieux. Il n'y avait pas de rire d'enfants, pas de bruit de jeu, pas de vie. Seulement l'écho de leurs pas sur la pierre froide. Finalement, ils arrivèrent devant une porte double en chêne sombre. Le majordome s'arrêta. « Le jeune maître est là, dit-il. Mais avant d'entrer, vous devez rencontrer Dame Béatrice. Elle gère toutes les affaires domestiques du château. » La porte s'ouvrit. Et Élise rencontra la femme qui changerait sa vie à jamais. Dame Béatrice avait 45 ans, mais paraissait plus vieille. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon sévère. Ses yeux étaient gris comme le ciel avant une tempête. Et son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Alors, vous êtes la nouvelle gouvernante, » dit Béatrice, regardant Élise de haut en bas. « Combien de temps pensez-vous que vous allez durer? 1 semaine? 2 ?» Élise déglutit. « J'ai l'intention de rester jusqu'à ce que le garçon aille mieux. » Béatrice rit, un son sec sans humour. Elles disent tout ça. Puis elle s'enfuit en pleurant. Le garçon est maudit. N'importe qui avec un peu de bon sens peut le voir. « Je ne crois pas aux malédictions, » répondit Élise. « Je crois au diagnostic. » Le sourire de Béatrice disparut. Pendant un bref instant, quelque chose de dangereux brilla dans ses yeux. Puis le masque de cordialité revint. « Nous verrons bien. Suivez-moi. Je vais vous présenter au jeune maître Léo. » La chambre de Léo était énorme. Il y avait assez de jouets pour 10 enfants. Il y avait des livres, des jeux, un lit de la taille d'un bateau, tout ce qu'un enfant pourrait désirer. Mais au centre de cette abondance, un garçon de 5 ans gisait, pâle comme un fantôme. Léo de Corbeau avait des cheveux noirs comme la nuit, des yeux bleus comme des saphirs, et une pâleur maladive qui donnait envie de pleurer à Élise. Il était assis sur le lit, trop faible pour jouer, trop faible pour courir, trop faible pour être un enfant. « Léo !» appela Béatrice. « Voici votre nouvelle gouvernante. Sois poli. » Le garçon leva les yeux, regarda Élise, et quelque chose se produisit. « Vous avez l'air gentille, » dit-il d'une voix faible. Les autres n'avaient pas l'air gentilles.
Élise sentit son cœur se serrer. Elle s'approcha du lit, s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour Léo, je suis Élise. Tu peux m'appeler Élise si tu veux. »« Élise » répéta le garçon. « C'est un joli nom. » Et à ce moment, Élise sut qu'elle ferait tout pour sauver cet enfant. Béatrice observait la scène avec des yeux froids. « C'est touchant, dit-elle, mais ne t'attache pas trop. Le garçon a des épisodes, surtout la nuit. Aucune gouvernante n'a réussi à gérer ça. »« Quel genre d'épisode ?» demanda Élise. « Des fièvres, » répondit Béatrice. « Des fièvres terribles qui apparaissent de nulle part. Les médecins ne savent pas expliquer. Ils disent que c'est une sorte de malédiction draconique, que son sang rejette sa propre nature. » Élise fronça les sourcils. Cela n'avait pas de sens. Les fièvres n'apparaissaient pas de nulle part. Il y avait toujours une cause. « Puis-je voir les rapports médicaux ?» demanda-t-elle. Béatrice hésita. Juste une seconde. Mais Élise le remarqua. « Bien sûr, je vais m'en occuper. Maintenant, je vous laisse faire connaissance. Le dîner est à 7 heures. Ne soyez pas en retard. » Béatrice sortit, la porte se referma, et Élise se retrouva seule avec Léo. Le garçon l'observait avec curiosité. « Vous allez partir aussi ?» demanda-t-il. Élise s'assit sur le bord du lit. « Pourquoi tu dis ça ?»« Tout le monde part, » dit Léo. « Elles ont peur. Peur de moi, peur du château. Peur de papa. Ton père est effrayant ?» Léo réfléchit. « Il est triste, très triste. Depuis que maman est partie. »« Partie ? Au ciel, » expliqua Léo. « Maman est allée au ciel, et papa est devenu triste, et je suis tombé malade, et tout est devenu gris. » Élise sentit les larmes menacées de couler. Un enfant de 5 ans ne devrait pas porter ce poids, ne devrait pas comprendre autant de choses sur la perte et la douleur. « Je peux te raconter un secret ?» dit Élise. Léo acquiesça, les yeux écarquillés. « J'avais un cousin. Il était plus jeune que moi, et il est tombé malade aussi. Les médecins ne savaient pas ce que c'était. Tout le monde disait qu'il n'y avait pas de remède. Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Élise prit une profonde inspiration. « J'ai découvert ce que c'était. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai découvert, et il a guéri. C'était un mensonge. Son cousin était mort. Mais Léo n'avait pas besoin de le savoir. Pas maintenant. »« Vous pouvez découvrir ce que j'ai ?» demanda Léo, l'espoir brillant dans ses yeux. « Je vais essayer, » promit Élise. « Je vais essayer très fort. » Léo sourit. Un sourire faible, mais véritable. Et tendit sa petite main pour prendre la main d'Élise. « Je vous aime bien, Élise, dit-il. J'espère que vous ne partirez pas. » Élise serra sa main. « Moi aussi. Je l'espère. Si vous pensez savoir ce qui va se passer, vous avez tort. Cette histoire a des rebondissements qui vont vous couper le souffle. Continuez à regarder. » Cette nuit-là, Élise rencontra le roi dragon. Marcus de Corbeau était tout ce que les rumeurs disaient. Haut, imposant, avec des yeux dorés qui semblaient percer les âmes, et un visage aussi beau qu'effrayant. Il entra dans la salle à manger comme une tempête qui s'abat sur une maison. Les domestiques s'inclinèrent, les gardes se redressèrent, même l'air sembla se faire plus pesant. Élise était assise dans un coin, comme dame Béatrice l'avait demandé. Les gouvernantes ne dînaient pas avec la famille. Les gouvernantes attendaient. Mais Marcus la remarqua immédiatement. « Vous êtes la nouvelle, dit-il. Ce n'était pas une question. »« Oui, Majesté, répondit Élise. Je m'appelle Élise Dubois. Combien de temps comptez-vous rester, jusqu'à ce que votre fils aille mieux ?» Marcus rit. Un son amer, plein de douleur. 14 gouvernantes ont dit la même chose. 14 médecins aussi. Mon fils continue de mourir, et personne ne sait pourquoi. Élise se leva, ses genoux tremblaient, mais sa voix était ferme. Majesté, avec votre permission, j'aimerais poser quelques questions. Marcus haussa un sourcil. Des questions? Sur Léo, sur les symptômes, sur quand ils ont commencé. Les médecins m'ont déjà posé toutes les questions possibles. Avec tout le respect que je vous dois, dit Élise, les médecins posent des questions médicales. Je veux poser des questions de mère. Le silence se fit dans la salle. Personne ne parlait ainsi au roi dragon. Personne. Marcus la fixa longuement.
Ses yeux dorés brûlèrent. Puis, quelque chose changea dans son expression. Quelque chose de presque imperceptible. « Demain, dit-il, venez à mon bureau à 8 heures du matin. Nous en parlerons alors. Merci, Majesté. » Marcus se tourna pour partir, mais il s'arrêta à la porte. « Dubois, appela-t-il. Oui, mon fils. Il vous a bien accueilli. C'est la première fois depuis des mois qu'il sourit à quelqu'un de nouveau. » Élise ne sut pas quoi dire. « Ne le décevez pas, » acheva Marcus. Et il sortit. Béatrice s'approcha d'Élise dès que le roi eut disparu. Son visage était un masque de fureur contrôlée. « Pour qui vous prenez-vous » siffla-t-elle. « Parlez directement au roi, posez des questions. Vous êtes une gouvernante, une servante, rien de plus. »« J'essaie d'aider Léo, » répondit Élise. « Léo n'a pas besoin de votre aide. Léo a besoin de médecins qualifiés, pas d'une employée qui s'immisce. » Élise sentit la colère monter, mais elle se maîtrisa. « Dame Béatrice, avec tout le respect que je vous dois, si les médecins qualifiés avaient résolu le problème, je ne serais pas ici. » Béatrice fit un pas en avant. Ses yeux étaient de la glace pure. « Écoutez-moi bien, jeune fille. Je travaille dans ce château de Corbeau depuis 20 ans. J'ai vu des gouvernantes venir et repartir. J'ai vu des employés essayer de monter en grade et tomber. Vous n'êtes pas spéciale, vous n'êtes pas différente. Et si vous essayez d'être plus que ce que vous êtes, vous le regretterez. C'est une menace ?» Béatrice sourit. « C'est un conseil, de quelqu'un qui connaît ce château mieux que personne. » Elle s'éloigna, laissant Élise seule dans la salle vide. Et cette nuit-là, alors qu'Élise essayait de dormir dans sa petite chambre de bonne, elle entendit quelque chose, un chant, venant de la chambre de Léo. Élise courut. Quand elle arriva, elle trouva le garçon tremblant dans son lit. Sa peau était en flammes, de la sueur coulait de son visage, et ses yeux se révulsaient. « Léo !» cria Élise. Elle prit le garçon dans ses bras. Il brûlait comme le feu. La fièvre était absurde, impossible. « À l'aide !» cria Élise. « Quelqu'un !» Les gardes accoururent, puis les médecins, puis Béatrice. Et enfin, Marcus. Le roi entra dans la chambre comme un homme possédé. Il vit son fils dans les bras d'Élise. Il vit la fièvre. Il vit le désespoir. « Qu'est-ce qui se passe ?» rugit-il. « Je ne sais pas, » dit Élise. « Il allait bien quand je l'ai laissé dormir. Et maintenant ?» Les médecins intervinrent. Ils prirent Léo des bras d'Élise. Ils commencèrent les traitements. Ils donnèrent des médicaments. Ils firent ce qu'ils pouvaient. Et au bout d'1 heure, la fièvre céda, aussi vite qu'elle était venue. Léo dormait maintenant, pâle mais stable. Élise était assise dans un coin, tremblante. Marcus s'approcha d'elle. « Il va bien ?» demanda Élise. « Pour l'instant, » répondit Marcus, « mais cela arrive toutes les nuits. Toutes les nuits, il a ses fièvres. Toutes les nuits, il manque de mourir. Et tous les matins, il se réveille trop faible pour vivre. » Élise regarda le garçon dormir, puis elle regarda la chambre, le lit, les fenêtres fermées. « Majesté, » dit-elle, « puis-je poser une question ? Faites. Ces fièvres, est-ce qu'elles n'arrivent qu'ici, dans cette chambre ?» Marcus fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire ? Quand Léo voyage, quand il dort ailleurs, est-ce que les fièvres se déclarent ?» Marcus réfléchit. « Cela fait des mois qu'il n'a pas quitté cette chambre. Il est trop faible. » Élise acquiesça. Ses yeux parcoururent à nouveau la chambre, le lit, les rideaux, le sol, sous le lit. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. « Demain, dit-elle, je dois enquêter dans cette chambre. Chaque centimètre. » Marcus la fixa. « Qu'espérez-vous trouver ? Je ne sais pas encore. Mais quelque chose cause cela. Et ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas un rejet de sang. C'est quelque chose de réel. Quelque chose de physique. Et je vais découvrir ce que c'est. » Marcus l'observa longuement. Ses yeux dorés étaient impossibles à lire. « Vous êtes différente des autres, dit-il finalement. « Je le suis ? Oui.
Les autres s'enfuyaient après la première fièvre. Vous voulez enquêter. Élise regarda Léo dormir. C'est juste un enfant. Il mérite d'avoir une chance. Marcus ne dit rien. Il se contenta d'acquiescer et sortit. Et Élise resta là, à observer le garçon dormir, en se promettant qu'elle découvrirait la vérité. Même si c'était la dernière chose qu'elle ferait. Le lendemain matin, Élise se rendit au bureau du roi à 8 heures pile. Marcus était déjà là, assis derrière une immense table, entouré de papiers et de rapports médicaux. « Asseyez-vous, dit-il. » Élise s'assit. « Vous vouliez poser des questions de mère, dit Marcus. Alors, posez-les. » Élise inspira profondément. Quand les fièvres ont-elles commencé? Il y a 6 mois. Que s'est-il passé il y a 6 mois? Quelque chose a changé? Dans sa routine? Dans la chambre? Dans son alimentation? Marcus réfléchit. Rien à ma connaissance. Sa vie était normale. Aussi normale que possible pour un prince wyvern. Et sa mère? Quand est-elle morte? Marcus se raidit. Il y a 2 ans. Alors les fièvres ne sont pas liées à sa perte, conclut Élise. Elles ont commencé bien après. Les médecins disent que cela pourrait être un effet retardé. Le corps qui traite le traumatisme. Élise secoua la tête. Non, un traumatisme cause d'autres symptômes. Pas des fièvres physiques qui apparaissent et disparaissent. Marcus la fixa. Vous semblez très sûr de vous. J'ai travaillé 10 ans avec des enfants malades, Majesté. Je sais reconnaître les schémas. Et le schéma de Léo est trop étrange. Étrange comment? Les fièvres ne viennent que la nuit, seulement dans cette chambre, et elles disparaissent complètement le matin. Ce n'est pas une maladie, c'est une exposition. Exposition à quoi? Je ne sais pas encore, mais j'ai l'intention de le découvrir. Marcus se leva. Il alla à la fenêtre. Il regarda dehors longuement. Ma femme aimait Léo plus que tout, dit-il, la voix basse. Quand elle est morte, j'ai promis que je prendrais soin de lui, que je le protégerais, et je suis en train d'échouer. Élise se leva aussi. Vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous vous battez. Se battre contre quoi? Marcus se retourna. Personne ne sait ce qui ronge mon fils, ni les médecins, ni les mages, ni moi. Peut-être cherchons-nous au mauvais endroit. Que voulez-vous dire, Élise? Élise hésita. Puis elle prit sa décision et parla. Majesté, avec votre permission, j'aimerais enquêter sur les personnes qui entourent Léo. Pas seulement sa chambre, pas seulement la maladie, les personnes. Marcus fronça les sourcils. Suggérez-vous que quelqu'un fait du mal à mon fils, volontairement? Je suggère que nous ne devrions écarter aucune possibilité. Le roi la fixa longuement. Puis, quelque chose changea dans son expression. Faites ce que vous devez faire, dit-il. Enquêtez sur qui vous voulez. Fouillez ce que vous voulez. Mais soyez discrète. Si quelqu'un fait vraiment du mal à Léo, il ne faut pas qu'il sache que nous nous méfions. Je comprends, Majesté. Et Dubois? Oui? Si vous vous trompez, si ce n'est que de la paranoïa, je comprendrai. Mais si vous avez raison, si quelqu'un fait du mal à mon fils, je détruirai cette personne de mes propres mains. Élise acquiesça. Je vous aiderai, Majesté. Et pour la première fois depuis son arrivée au château de Corbeau, Élise vit Marcus sourire. C'était un sourire petit, presque invisible, mais il était là. Et cela fit battre le cœur d'Élise d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. Les jours suivants furent consacrés à l'observation. Élise notait tout, chaque détail, chaque mouvement, chaque personne qui entrait et sortait de la chambre de Léo, les femmes de chambre qui changèrent les draps, les gardes qui faisaient leur ronde, les médecins qui venaient examiner, et, bien sûr, Dame Béatrice, qui semblait être partout, tout le temps. Élise observait aussi Léo. Le garçon était doux, intelligent, curieux de tout, même étant si faible. Il posait des questions sur le monde extérieur, sur les autres enfants, sur ce que c'était de courir sans être fatigué. « Avez-vous déjà couru très vite, Élise ?» demanda-t-il un jour. « Oui, » répondit Élise. « Quand j'étais enfant, je courais dans les champs près de chez moi. Comment c'était ?»« C'était comme voler, » dit Élise. Le vent sur le visage, le cœur qui bat, la sensation que vous pouviez aller n'importe où. Léo ferma les yeux.
souria. Un jour, je courais comme ça, dit-il. Quand j'irai mieux. Élise serra sa main. Vous courez, Léo. Mais, chaque nuit, la même chose se produisait. Les fièvres revenaient, toujours après minuit, toujours dévastatrices. Léo brûlait comme un brasier, tremblant, gémissant. Et, après 1 heure ou 2, la fièvre disparaissait aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Élise commença à remarquer un schéma. Les fièvres commençaient toujours quand Léo dormait déjà. Jamais quand il était éveillé. Et toujours à la même heure, entre minuit et 2 heures du matin. Ce n'était pas une coïncidence. Le 5e jour, Élise décida de tester une théorie. Au lieu de coucher Léo à l'heure habituelle, elle le maintint éveillé. Elle lui lut des histoires, joua à des jeux calmes, conversa de tout et de rien. Léo adora. Il n'était jamais resté éveillé aussi tard. C'est un secret ? demanda-t-il, les yeux brillants. Oui, dit Élise, notre secret. Minuit passa. 1 heure du matin, 2 heures, et rien ne se produisit. Aucune fièvre. Léo finit par s'endormir à 3 heures du matin, épuisé mais heureux. Et il dormit toute la nuit, sans aucun épisode. Élise resta éveillée, réfléchissant. Si la fièvre ne venait que lorsque Léo dormait à 1 heure précise, cela signifiait que quelque chose était introduit dans l'environnement pendant cette période, quelque chose qu'il respirait ou touchait, quelque chose qui disparaissait avant l'aube. Elle devait découvrir ce que c'était. Le lendemain matin, Élise commença son enquête, pendant que Léo prenait son petit déjeuner avec les médecins. Elle fouilla la chambre, vérifia les rideaux, les oreillers, les draps, ouvrit les tiroirs, regarda derrière les meubles. Rien. Puis, elle alla sous le lit. L'espace était sombre, plein de poussière. Élise eut besoin d'une lampe pour bien voir. Elle rampa sur le sol, cherchant quelque chose qui ne serait pas à sa place. Et alors, ses doigts touchèrent quelque chose. Un petit sac en tissu, caché dans le coin le plus reculé, où personne ne regarderait. Attaché avec un ruban noir. Élise le tira vers elle, l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des herbes sèches, sombres, avec une forte odeur qui lui piqua les yeux. Elle reconnut cette odeur. C'était de la belladone, une plante rare. Utilisée par des assassins discrets. À petite dose, elle provoquait des fièvres. À des doses plus importantes, elle provoquait la mort. Et le pire, elle était pratiquement indétectable par les médecins ordinaires. Les mains d'Élise tremblaient. Quelqu'un empoisonnait Léo. Quelqu'un, dans ce château, tuait le fils du roi dragon à petit feu. Et cette personne avait accès à sa chambre, accès la nuit, accès sans éveiller les soupçons. Élise savait qu'elle devait en parler au roi immédiatement. Mais d'abord, elle avait besoin d'en savoir plus. Elle avait besoin de savoir qui. Elle cacha le petit sac dans sa propre chambre, le mit en lieu sûr, et retourna dans la chambre de Léo comme si de rien n'était. Mais ses yeux voyaient maintenant tout différemment. Chaque employé était suspect. Chaque sourire était sujet à caution. Chaque personne qui s'approchait de Léo était une menace potentielle. Et quand Dame Béatrice entra dans la chambre cet après-midi-là, Élise sentit un frisson. « Comment va notre jeune maître aujourd'hui » demanda Béatrice, avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. « Mieux » répondit Élise. « Il a bien dormi. »« C'est tant mieux » dit Béatrice. « Peut-être qu'il finit par s'habituer aux fièvres. »« Peut-être. » Béatrice s'approcha du lit de Léo, ajusta les oreillers, lissa les draps, et ses yeux, pendant un bref instant, allèrent sous le lit. Élise vit. Béatrice vérifiait si le petit sac était toujours là. « Vous observez très attentivement, Élise, » dit Béatrice, sans se retourner. « Y a-t-il un problème ?»« Aucun, » répondit Élise. « J'apprends juste la routine. » Béatrice se retourna. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise. « Il est bon d'apprendre, » dit-elle, « mais il est aussi bon de connaître sa place. Certaines choses dans ce château ne sont pas pour les employées curieuses. Je m'en souviendrai. » Béatrice sourit. « Tant mieux. » Et elle sortit. Élise attendit que ses pas disparaissent. Puis, elle relâcha l'air qu'elle retenait.
Béatrice savait que quelque chose était différent. Elle était allée vérifier le poison. Et quand elle avait vu qu'Élise observait, elle avait lancé un avertissement. Cela signifiait qu'Élise avait raison. Béatrice était l'empoisonneuse. Mais pourquoi? Pourquoi une gouvernante de 20 ans voudrait-elle tuer l'héritier du roi dragon? Élise avait besoin de réponses. Et elle avait besoin de preuves. Cette nuit-là, Élise ne dormit pas dans sa chambre. Elle se cacha dans l'ombre près de la chambre de Léo, attendant, observant. Minuit arriva. Le château était silencieux. Et alors, Élise vit une silhouette encapuchonnée glissant dans le couloir, se déplaçant avec la familiarité de quelqu'un qui connaît chaque pierre. S'arrêtant devant la porte de la chambre de Léo, la silhouette entra. Élise attendit. Son cœur battait si fort qu'elle craignait d'être entendue. 5 minutes plus tard, la silhouette sortit, et dans le bref instant où le clair de lune traversa le couloir, Élise aperçut le visage. Dame Béatrice. Elle était allée remettre le poison. Elle avait vu que le petit sac n'était plus là, et elle allait en chercher davantage. Élise savait ce qu'elle devait faire. Elle courut, non pas vers la chambre de Léo, non pas vers sa propre chambre, mais vers les appartements du roi. Les gardes l'arrêtèrent. « Le roi dort », dit l'un d'eux. « Personne ne peut entrer. »« C'est urgent », dit Élise. « Le prince est en danger. » Les gardes se regardèrent, hésitèrent. « S'il vous plaît », implora Élise. « C'est une question de vie ou de mort. » Quelque chose dans sa voix dut les convaincre. L'un d'eux entra. Quelques instants plus tard, il revint. « Le roi va vous recevoir. » Élise entra dans les appartements royaux. Marcus était debout, vêtu d'une robe de chambre, les cheveux en désordre. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il. Élise tendit la main. Dans sa paume, le petit sac de tissu avec les herbes. « J'ai trouvé ça sous le lit de Léo, » dit Élise. « C'est de l'ombre nocturne, un poison. Quelqu'un empoisonne votre fils toutes les nuits. » Marcus prit le sac, le sentit. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est du poison !» confirma Élise. « Et je sais qui fait ça. »« Qui ?»« Dame Béatrice. » Marcus resta silencieux. Son visage était un masque de pierre. Mais ses yeux brûlaient d'une furie qu'Élise n'avait jamais vue. « Vous êtes sûr ? Je l'ai vue, cette nuit, entrant dans la chambre de Léo après minuit. Elle est allée remettre le poison parce qu'elle a réalisé que j'avais trouvé l'original. » Marcus se tourna, alla vers la fenêtre. Ses mains se fermèrent en poing. « Béatrice !» dit-il, la voix basse. « Elle travaille ici depuis 20 ans. Je la connais depuis que je suis enfant. Elle s'est occupée de moi quand mon père est mort. »« Je sais, » dit Élise, « et c'est pour ça que personne ne s'est méfié d'elle. Et c'est pour ça qu'elle avait un accès total. »« Pourquoi ?» demanda Marcus. « Pourquoi ferait-elle ça ?»« Je ne sais pas, » admit Élise, « mais nous pouvons le découvrir. » Marcus se tourna. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise. « Vous avez sauvé mon fils, » dit-il. « Pas encore, » répondit Élise. « Nous devons arrêter Béatrice. Nous devons nous assurer qu'elle ne s'échappe pas. Et nous devons découvrir si elle a eu de l'aide. » Marcus acquiesça. « Vous avez raison. » Il alla vers la porte, appela les gardes. « Arrêtez, dame Béatrice, » ordonna-t-il. « Amenez-la dans la salle du trône, immédiatement. » Les gardes se regardèrent, surpris, mais obéirent. Et ainsi, en quelques minutes, dame Béatrice fut arrachée de sa chambre et traînée jusqu'à la salle du trône. « Attendez. Vous trouvez cette histoire intense maintenant. Vous n'allez pas croire ce qui arrive ensuite. Continuez à regarder. » La salle du trône était glaciale cette nuit-là. Dame Béatrice était à genoux devant le trône, ses cheveux défaits, sa robe froissée, ses yeux remplis de furie. « C'est un absurde !» cria-t-elle. « Je travaille dans ce château depuis 20 ans. Je suis loyale à cette famille. » Marcus était assis sur le trône. Son expression était de la glace pure. « Loyauté », répéta-t-il. « Vous appelez ça de la loyauté, empoisonner mon fils. Je ne ferai jamais ça. » Élise fit un pas en avant. «
J'ai trouvé le poison sous le lit de Léo, et je vous ai vu entrer dans sa chambre à minuit. Béatrice tourna la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Élise, et en eux, il n'y avait plus de masque, plus de simulation. Il n'y avait que de la haine pure. Vous, siffla Béatrice, vous êtes l'intruse qui est en train de tout gâcher. Alors vous admettez, demanda Marcus. Béatrice se releva. Les gardes s'approchèrent, mais elle les ignora. Admettre quoi? Demanda-t-elle. Que je fais ce qui aurait dû être fait il y a des années. De quoi parlez-vous? Béatrice rit, un son amer, rempli de décennies de ressentiment. Vous croyez que j'ai fait ça pour m'amuser? Vous croyez que c'est facile pour moi? Je me suis occupé de vous, Marcus. Je me suis occupé de votre père avant vous. J'ai donné toute ma vie à cette famille. Et vous l'avez rendue en empoisonnant mon fils. Votre fils. Béatrice cracha les mots. L'héritier. La continuation de la lignée de Corbeau. Mais qu'en est-il de ma continuation et de ma lignée? Marcus fronça les sourcils. De quoi parlez-vous? Béatrice fit un pas en avant. Ses yeux brillaient de larmes de colère. J'ai aimé votre père, dit-elle. Pendant 30 ans, je l'ai aimé. J'ai été loyal envers lui. Je me suis occupé de lui. J'ai tout fait pour lui. Et il ne m'a jamais regardé. Il ne m'a jamais vu comme plus qu'une employée. Mon père. Votre père me traitait comme un meuble, cria Béatrice. Et quand il est mort, j'ai pensé que j'aurais enfin la paix. Mais non. Vous êtes venu. Vous avez tout hérité. Vous avez épousé cette femme. Vous avez eu un fils. Vous êtes folle, dit Marcus, la voix tremblant de fureur. Folle? Peut-être, dit Béatrice. Mais quand votre fils mourrait, la fortune irait aux cousins éloignés. Et j'ai un accord avec eux, la moitié de tout. Enfin, j'aurai ce que je mérite. Vous avez tué mon fils pour de l'argent? Presque tué, corrigea Béatrice. Cette intruse s'est interposée. Elle montra Élise du doigt. Sans elle, Léo serait mort dans 2 semaines. Et je serais riche. Enfin libéré de cette prison que vous appelez un foyer. Marcus se leva. Sa forme commença à briller. Des écailles apparurent sur ses bras. Ses yeux devinrent des fentes dorées. Vous allez payer pour ça, grogna-t-il, de votre vie. Béatrice fit un pas en arrière. Pour la première fois, la peur apparut dans ses yeux. Mais avant que Marcus ne puisse avancer, Élise se plaça devant lui. « Majesté, dit-elle. « Attendez, écartez-vous. Pensez à Léo, dit Élise. Il a besoin de justice, pas de vengeance. Tuez-la maintenant et tout est fini. Mais emprisonnez-la, jugez-la publiquement, et tout le royaume saura ce qu'elle a fait. La honte sera pire que la mort. » Marcus hésita. Sa forme de wyvern brillait encore, mais ses yeux redevinrent normaux. « Elle a essayé de tuer mon fils, dit-il, la voix brisée. « Je sais, dit Élise doucement. Et c'est pour ça qu'elle doit souffrir, mais pas comme un monstre, comme une criminelle, devant tout le monde. » Marcus prit une profonde inspiration. Lentement, les écailles disparurent. L'éclat s'éteignit. « Emmenez-la, ordonna-t-il aux gardes. Dans les cachots, le jugement aura lieu demain, devant tout le royaume. » Les gardes saisirent Béatrice. Elle commença à crier, à jurer, à maudire tout le monde. « Vous allez le regretter, » hurla-t-elle alors qu'elle était traînée. « J'aurais dû tous vous tuer quand j'en ai eu l'occasion. » La porte se ferma. Le silence revint dans la salle. Marcus s'effondra sur le trône. Ses mains couvraient son visage. Élise ne savait pas quoi faire. Elle resta là, silencieuse. « 20 ans, dit Marcus finalement. 20 ans qu'elle était à mes côtés. Et je n'ai jamais rien soupçonné. Comment auriez-vous pu, dit Élise. Elle était parfaite dans son masque. Marcus leva la tête. Ses yeux étaient rouges. Sans vous, mon fils serait mort. Élise s'approcha, s'agenouilla devant le trône. Il est vivant, dit-elle. Et maintenant que nous connaissons la cause, il va se rétablir. Complètement. Marcus la regarda. Pendant un long moment, aucun des deux ne dit rien. Ensuite, le roi fit quelque chose qu'Élise n'attendait pas. Il descendit de son trône, s'agenouilla devant elle et la prit dans ses bras. « Merci, murmura-t-il.
Merci d'avoir sauvé mon fils. Élise ne savait plus quoi faire. Son cœur battait la chamade, ses bras hésitants. Finir par enlacer le roi. Je le referai, dit-elle, 1000 fois. Et dans cette étreinte, au milieu de la salle du trône vide, quelque chose changea entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à admettre, mais qu'ils ressentaient tous les deux. Le jugement de Dame Béatrice eut lieu le lendemain matin. La cour du château de Corbeau était bondée. Nobles, roturiers, marchands, employés. Tous voulaient avoir la femme qui avait tenté d'assassiner le jeune prince. Béatrice fut amenée enchaînée. Ses cheveux étaient en désordre, son visage pâle, mais ses yeux brûlaient toujours de haine. Marcus était assis sur le trône élevé. À ses côtés, à la surprise générale, se tenait Élise. Les nobles chuchotaient. Qui était cette femme? Pourquoi la gouvernante était-elle aux côtés du roi? Que se passait-il? Mais Marcus ne se souciait plus des chuchotements. Plus du tout. « Dame Béatrice Carver », annonça-t-il, sa voix résonnant dans la cour. « Vous êtes accusée de tentative d'assassinat sur la personne du prince héritier, Léo de Corbeau. Comment plaidez-vous » Béatrice sourit, un sourire tordu, plein d'amertume. « Coupable », dit-elle. « Et je recommencerai si je le pouvais. » La foule haleta. Marcus continua de sa voix glaciale. « Vous avez utilisé du poison d'ombre nocturne pour provoquer des fièvres chez mon fils pendant 6 mois. Vous planifiez de le tuer pour que la fortune des Corbeaux revienne à des cousins éloignés avec lesquels vous aviez un accord. » Béatrice acquiesça. « Tout est vrai. Et cela a presque fonctionné, Bille. Sans cette intruse. » Elle pointa Élise du doigt. La foule se tourna pour regarder. Élise sentit le poids de 1000 paires d'yeux sur elle, mais elle ne recula pas. « La sentence, » continua Marcus, « pour tentative d'assassinat sur l'héritier royal. La peine est la mort. Cependant, suite à la demande de quelqu'un qui a fait preuve de plus de sagesse que moi, la sentence sera modifiée. » Béatrice écarquilla les yeux. « Modifiée ? Vous serez dépouillé de tous vos titres et propriétés, banni du royaume à jamais, et vous passerez le reste de vos jours dans une prison dans les montagnes du Nord, où vous ne reverrez jamais le soleil. » La foule applaudit. Béatrice hurla. « Non, tuez-moi. La mort est préférable à ça. » Mais Marcus fit simplement signe aux gardes. « Emmenez-la. » Béatrice fut traînée, hurlant des malédictions. Ses cris résonnèrent dans la cour avant de disparaître au loin. Et ainsi se termina le règne de terreur de Dame Béatrice. Mais l'histoire n'est pas encore finie. Léo se remit rapidement, sans le poison nocturne. Son corps commença à guérir. Les fièvres disparurent. La couleur revint à son visage. L'énergie revint dans son corps. En 1 semaine. Il était déjà capable de marcher dans sa chambre. En 2, de courir dans les couloirs. En 1 mois. Il était un enfant complètement différent. « Léna, regarde !» cria Léo un jour, courant dans le jardin. « Je cours. Comme tu as dit. C'est comme voler. » Élise regardait avec des larmes aux yeux. Marcus était à ses côtés, observant le fils qu'il avait failli perdre. Le fils qui riait et jouait maintenant comme n'importe quel enfant devrait le faire. « Vous avez fait ça, » dit Marcus. « Je n'ai fait que trouver le problème, » répondit Élise. « Son corps a fait le reste. »« Vous lui avez sauvé la vie, » insista Marcus. « Et vous m'avez sauvé la mienne aussi. » Élise le regarda, confuse. « La vôtre ?» Marcus soupira. « Quand ma femme est morte, une partie de moi est morte avec elle. Et quand Léo a commencé à tomber malade, j'ai pensé que j'allais tout perdre. J'ai pensé que j'allais finir seul, gouvernant un royaume vide, sans personne à aimer. » Élise ne savait pas quoi dire. « Mais vous êtes arrivé, » continua Marcus. « Et vous n'avez pas seulement sauvé Léo. Vous m'avez montré qu'il existait encore de la bonté dans le monde, qu'il existait encore des personnes qui font ce qui est juste simplement parce que c'est juste. Je n'ai fait que mon travail. » « Ben non !» Marcus se tourna pour la regarder. « Vous avez fait bien plus que ça. » Il s'approcha. Ses yeux dorés rencontrèrent les yeux bruns d'Élise. « Vous m'avez fait ressentir de nouveau, » dit-il, la voix basse. « Vous m'avez fait croire de nouveau. Marcus. Je sais que c'est rapide, dit-il. Je sais que nous nous connaissons à peine.
Mais je sais aussi que je ne veux pas que vous partiez. Jamais. Élise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux que vous restiez. Pas comme gouvernante, pas comme employée, comme quelqu'un qui fait partie de cette famille, comme quelqu'un d'important pour moi. Élise cligna des yeux. Vous êtes en train de me demander en mariage. Marcus sourit, un sourire véritable, plein d'espoir. Pas encore, dit-il. Mais je vous demande une chance de vous connaître mieux, de vous laisser me connaître, de voir si ce que nous ressentons peut se transformer en quelque chose de plus. Élise le regarda Léo, qui jouait dans le jardin, regarda le château de Corbeau qui était devenu sa maison ces dernières semaines. Elle était arrivée ici comme une simple gouvernante, sans famille, sans foyer, sans espoir. Et maintenant, elle avait la chance d'avoir tout. Oui, dit-elle, je reste. Marcus prit sa main, la serra doucement. Et dans le jardin, Léo arrêta de courir, regarda la scène, vit son père et Élise se tenant la main, et sourit. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous avez compris le message de cette histoire. L'amour apparaît là où on l'attend le moins. Et parfois, la personne la plus improbable est exactement celle dont on a besoin. Si vous voulez aider à apporter plus d'histoires comme celle-ci, pensez à utiliser le Super Thanks. Chaque contribution fait la différence. Les mois suivants furent placés sous le signe de la guérison. Pas seulement pour Léo, pour tout le monde. Élise cessa officiellement d'être gouvernante. Elle devint tutrice royale, une position d'honneur. Elle avait ses propres appartements. Elle avait accès à la bibliothèque royale. Elle avait son mot à dire dans les décisions concernant l'éducation de Léo. Et elle avait quelque chose d'autre, quelque chose qui grandissait chaque jour. Marcus. Ils ne se pressaient pas, marchaient ensemble dans les jardins, dînaient ensemble tous les soirs, parlèrent de tout, du passé, du futur, du royaume. Marcus raconta sa femme, comment il l'avait aimée, comment sa perte avait failli le détruire. Élise raconta son cousin, la vérité cette fois. Comment il était mort quand elle avait 17 ans. Comment cette perte l'avait amenée à travailler avec des enfants malades. Comment chaque enfant qu'elle sauvait était une façon d'honorer sa mémoire. Nous portons tous les deux des cicatrices, dit Marcus un soir. Mais c'est peut-être pour ça que nous nous comprenons. Peut-être, acquiesça Élise. Ou peut-être est-ce parce que nous avons enfin trouvé quelqu'un qui n'a pas peur de voir nos blessures. Marcus l'embrassa, doucement, très gentiment, comme si elle était faite de cristal. Et Élise sut, à ce moment-là, qu'elle avait trouvé son foyer. Léo observait tout avec la sagesse d'un enfant qui en a déjà trop vu. Il adorait Élise, l'appelait toujours Léna, prenait sa main, demandait des histoires avant de dormir, voulait qu'elle soit présente à tout, et il voyait aussi comment son père la regardait. « Papa, dit-il un jour, tu aimes Élise, hein ?» Marcus sourit. « J'aime, beaucoup. Elle peut être ma nouvelle maman. » Marcus s'agenouilla pour être à la hauteur de son fils. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Léo réfléchit un instant. « Je crois que maman au ciel serait contente. Elle a toujours dit qu'elle voulait qu'on soit heureux. Et Élise nous rend heureux. » Marcus sentit les larmes monter. « Tu es très sage pour 5 ans, tu sais ?»« Je sais, » dit Léo en souriant. « Élise m'a appris beaucoup de choses. » Marcus serra son fils dans ses bras et décida qu'il était temps de poser la question qu'il répétait depuis des semaines. Cette nuit-là, Marcus emmena Élise dans la plus haute tour du château de Corbeau. De là-haut, on pouvait voir tout le royaume, les forêts, les montagnes, les villages illuminés par des lanternes distantes. Un tapis d'étoiles recouvrait le ciel. « C'est magnifique, » murmura Élise. « Tu es plus magnifique, » répondit Marcus. Élise se tourna vers lui. Marcus était à genoux. Dans ses mains, une petite boîte. Et dans la boîte, une bague, simple, élégante, avec une pierre bleue qui brillait comme les yeux de Léo. « Élise Dubois, » dit Marcus, la voix tremblant d'émotion. « Tu es entrée dans ma vie quand je pensais que tout était perdu.
Tu as sauvé mon fils, sauvé mon âme, sauvé mon cœur. Marcus, je n'ai pas grand-chose à offrir, à part un château froid et un royaume rempli de problèmes. Mais j'ai mon amour, ma loyauté, ma promesse que je passerai le reste de ma vie à essayer de te rendre aussi heureuse que tu me rends. Élise sentit les larmes couler. « Acceptes-tu de m'épouser » demanda Marcus. « Acceptes-tu d'être ma reine? Acceptes-tu d'être la mère de Léo » Élise regarda la bague, regarda Marcus, regarda le royaume qui s'étendait sous eux. Elle pensa à tout ce qu'elle avait traversé, à la vie humble, à la perte du cousin, aux années de travail acharné, à l'arrivée au château, à la découverte du poison, à l'amour qui grandissait sans qu'elle s'en rende compte. « Oui, » dit-elle, « 1000 fois, oui. » Marcus passa la bague à son doigt, se releva, la serra dans ses bras, et là, dans la plus haute tour du château de Corbeau, sous un ciel d'étoiles, 2 cœurs brisés trouvèrent enfin la guérison. Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Ce ne fut pas une grande cérémonie. Marcus ne le voulait pas, Élise non plus. C'était juste pour la famille, pour les amis proches, pour ceux qui comptaient vraiment. Léo fut le page. Il marcha dans l'allée, tenant les alliances sur un coussin de velours. Son sourire était si grand qu'il tenait à peine sur son visage. Élise portait une robe blanche simple, sans broderies excessives, sans bijoux ostentatoires. Juste elle. Marcus pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle. Les vœux furent simples. « Je promets, » dit Élise, « de t'aimer dans les bons comme dans les mauvais jours, de prendre soin de Léo comme s'il était le mien, d'être à tes côtés pour toujours. Je promets, » dit Marcus, « de t'honorer, de te protéger, de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours. » Quand ils s'embrassèrent, Léo applaudit. Et à ce moment-là, le château de Corbeau cessa d'être un endroit froid et vide. Il devint un foyer. Les années passèrent. Léo grandit fort et en bonne santé. Il devint un jeune prince admiré de tous. Courageux comme son père, bon comme sa mère adoptive. Élise et Marcus eurent 2 autres enfants, des jumelles. Des filles identiques, qui héritèrent des yeux dorés de leur père et du sourire gentil de leur mère. Et à chaque anniversaire de mariage, Marcus emmenait Élise jusqu'à la plus haute tour. Là, ils regardèrent le royaume qu'ils gouvernaient ensemble, les enfants qu'ils élevaient avec amour, la vie qu'ils avaient construite à partir des cendres. « Tu regrettes ?» demanda Marcus une fois. « D'être venu ici? D'être resté ?» Élise sourit. « Chaque fois que je regarde Léo, chaque fois que je regarde nos filles, chaque fois que je te regarde, je sais que j'ai pris la bonne décision. Et moi, tu penses que j'ai été un bon mari, le meilleur ?» Élise l'embrassa. « Et le roi le plus têtu que j'ai jamais connu. » Marcus rit. « Et tu es la reine la plus courageuse, celle qui n'a pas eu peur de regarder sous le lit. » En parlant de regarder sous le lit, dit Élise. Les jumelles y ont encore caché leurs chaussures. Marcus soupira. « Je jure qu'elles le font exprès. »« Ce sont tes filles, » dit Élise en riant. « Tu t'attendais à quoi ?» Et les 2 descendirent de la tour, main dans la main, pour résoudre un autre petit chaos causé par les princesses espiègles. Parce qu'au fond, c'était ça, la vraie royauté. Ce n'était pas les couronnes, ce n'était pas les châteaux, ce n'était pas les pouvoirs de Wyvern. C'était ça, le quotidien. Les petits désordres, les rires, les disputes, les câlins avant de dormir, c'était l'amour. Simplement. 10 ans après le mariage, quelque chose d'inattendu se produisit. Un messager arriva au château avec des nouvelles des montagnes du Nord, de la prison où Dame Béatrice avait été enfermée. Elle était morte, dans la solitude, dans l'obscurité, sans personne à ses côtés. Marcus reçut la nouvelle en silence. Élise était à ses côtés, observant, attendant. « Que ressens-tu » demanda-t-elle. Marcus réfléchit longuement. « Rien, dit-il finalement. C'est étrange. Elle a presque tué notre fils. Elle a détruit sa propre vie par cupidité et ressentiment. Et je ne ressens rien. Peut-être est-ce parce que tu l'as déjà pardonné.
dit Élise, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour l'espace qu'elle occupait dans ta tête. Marcus regarda sa femme. Tu sais toujours exactement quoi dire. C'est mon travail. Élise sourit. Je suis ta reine. Marcus la serra dans ses bras. Je crois que je ne t'ai jamais remercié correctement. Pourquoi? Pour tout. Pour Léo. Pour les jumelles. Pour ces 10 années. Pour chaque jour où je me réveille et où tu es à mes côtés. Élise se blottit contre lui. Tu me remercies tous les jours, même sans t'en rendre compte. Comment? Quand tu m'apportes le café au lit, quand tu laisses les enfants me réveiller avec des baisers, quand tu me regardes comme tu me regardes maintenant. Marcus embrassa son front. Alors je promets de continuer à te remercier comme ça, pour toujours. Et il tint sa promesse. 5 ans après le mariage, quelque chose de spécial se produisit. Élise était enceinte. Quand le médecin confirma, elle pleura. Pas de tristesse, de bonheur pur. Elle n'avait jamais pensé qu'elle aurait ses propres enfants. Jamais pensé qu'elle serait une vraie mère. Mais maintenant, la vie grandissait en elle. Marcus était radieux. Il courut dans tout le château pour le raconter à tout le monde, même aux gardes les plus sérieux, même aux cuisiniers, même aux chevaux de l'écurie. « Nous allons avoir un bébé », criait-il. « Je vais être père à nouveau. » Léo, qui avait maintenant 10 ans, fut confus au début. « Ça veut dire que tu ne vas plus m'aimer ?» demanda-t-il à Élise. Élise s'agenouilla, prit ses mains. « L'amour, ce n'est pas comme un gâteau qui diminue quand on le partage, » dit-elle. « C'est comme une bougie. Quand on allume une autre bougie avec la même flamme, la première ne devient pas plus petite. Les deux brillent autant. » Léo réfléchit. « Alors je vais avoir un frère ou une sœur. » Élise sourit. « On ne sait pas encore. »« Et je vais pouvoir lui apprendre à courir, comme tu m'as appris ?»« Bien sûr que oui. » Léo serra Élise dans ses bras. « Alors moi aussi je suis heureux. » Les jumelles naquirent par une nuit d'orage. Une nuit où le ciel grondait et la pluie tambourinait sur les vitres. Aurore et Isabelle, 2 petits paquets identiques de cheveux noirs et d'yeux dorés, 2 princesses qui pleuraient en chœur et dormaient en même temps. Un miracle. Léo était fasciné. Il passait des heures à côté du berceau, observant les sœurs, cherchant à percer leurs secrets. « Elles sont si petites, » dit-il, émerveillé. « J'étais comme ça, moi aussi. » Il ne se souvenait presque plus. « Encore plus petit, » répondit Élise avec un sourire tendre. « Et plus malade. » Une ombre de tristesse traversa son visage. « Mais je me suis amélioré, » affirma Léo, cherchant sa confirmation. « Tu t'es amélioré ?» Élise acquiesça, le regard rempli d'affection. « Et elles vont s'améliorer si elles tombent malades aussi ?» L'inquiétude perçait dans sa voix. « Elles ne vont pas tomber malades, » promit Élise, le prenant dans ses bras. « Parce que maintenant, nous savons comment les protéger. » Une promesse solennelle. Léo hocha la tête. « Moi aussi, je vais les protéger. Toujours. » Une détermination nouvelle brillait dans ses yeux. Et il tint cette promesse, coûte que coûte. Léo devint roi à 25 ans. Un jeune roi, mais déjà sage. Marcus n'était pas mort. Il avait simplement décidé qu'il était temps de passer le trône, de laisser son fils assumer, de enfin se reposer, après des années de service. La cérémonie de couronnement fut la plus grande que le royaume ait jamais vue, un événement inoubliable. Léo, maintenant un homme adulte, s'agenouilla devant le trône. Sa femme, une jeune femme du peuple qu'il avait rencontrée dans un village lointain, était à ses côtés, enceinte du premier petit enfant de Marcus et Élise. Le cycle de la vie, le cycle se répétait, d'une manière magnifique, pleine d'espoir. Marcus posa la couronne sur la tête de son fils, un geste lourd de sens. « Je te couronne, » dit-il, la voix émue. « Roi Léo de Corbeau, que tu gouvernes avec justice, bonté et courage. » Des paroles qui résonnèrent dans toute la salle. Léo se leva. Il regarda son père. Puis Élise, son inspiration. « Je ne serais rien sans vous, » dit-il, les yeux brillants. « Papa m'a donné la force. Maman Élise m'a donné la vie, littéralement. » Un aveu sincère. Élise pleurait sans vergogne. Les jumelles, maintenant adolescentes, pleuraient aussi, émues par ce moment. Et ainsi, l'héritage de Corbeau continua, porté par une nouvelle génération,
mais avec une différence, un changement subtil, mais profond. Parce que Léo avait appris, depuis petit, la leçon la plus importante de toutes, une leçon gravée dans son cœur, que le pouvoir sans amour ne vaut rien, que la richesse sans famille est vide, et que les personnes les plus importantes ne sont pas toujours celles qui naissent à vos côtés. Parfois, ce sont celles qui choisissent de rester, qui vous acceptent tel que vous êtes. Élise fut cette personne pour lui, la femme qui a regardé sous le lit et a trouvé la vérité. La femme qui a affronté une meurtrière sans rien avoir à gagner. La femme qui a aimé un garçon malade et l'a transformé en roi. Un amour véritable. Et Léo se promit à lui-même qu'il serait ce type de personne pour ses propres enfants et pour le royaume. Un modèle à suivre. Après la cérémonie, il y eut un dîner, un festin digne d'un roi. La table royale était pleine pour la première fois depuis des décennies. Léo et sa femme Claire, Marcus et Élise, les jumelles Aurore et Isabelle, maintenant jeunes femmes avec des prétendants, des cousins, des amis, des alliés de royaumes voisins. Une atmosphère chaleureuse. Élise regarda autour d'elle et avait du mal à y croire, comme dans un rêve. 20 ans auparavant, elle était arrivée à ce château avec une petite valise et aucun espoir. Elle avait trouvé un garçon mourant, un roi brisé et une conspiration mortelle. Un passé sombre. Et maintenant, que de chemin parcouru. Maintenant, elle était reine. Mère de 3 enfants, grand-mère dans quelques mois, entourée d'amour dans toutes les directions, un bonheur incommensurable. « À quoi penses-tu » chuchota Marcus à côté d'elle, intrigué. « À quel point la vie est étrange » répondit Élise, le regard perdu dans le vague. « Un jour, tu regardes sous un lit à la recherche de réponses. Le lendemain, tu es assise à un banquet royal entouré de petits-enfants. Un paradoxe saisissant, Marcus sourit. « Regrettes-tu » Inquiet de sa réponse. « Jamais » répondit-elle sans hésitation. Pas même une seconde. Une conviction profonde. Il prit sa main sous la table, la serra doucement. Un geste tendre et complice. Léo se leva, frappa sur son verre pour demander le silence. « Avant de commencer, » dit-il avec un sourire, « je veux porter un toast. » Un moment solennel. La table se tut. Tous les regards étaient tournés vers le nouveau roi, suspendu à ses lèvres. « Il y a 20 ans, j'étais en train de mourir, » commença Léo, le regard grave. « J'avais 5 ans. J'étais trop faible pour jouer, trop faible pour courir, trop faible pour vivre. Et personne ne savait pourquoi. » Un sombre souvenir. Il regarda Élise, les yeux remplis de gratitude. 14 gouvernantes sont venues et reparties. 14 femmes qui ont abandonné. Mais la 15e était différente. La 15e a regardé en moi et a vu plus qu'un garçon malade. Elle a vu quelqu'un qui valait la peine d'être sauvé. Une reconnaissance infinie. Élise sentit les larmes monter. L'émotion la submergeait. Elle a découvert ce que personne d'autre n'a découvert. Elle a affronté ce que personne d'autre n'a affronté. Et elle m'a sauvé. Non seulement ma vie, mais ma famille, mon avenir, un sauvetage miraculeux. Léo leva son verre, un geste plein d'émotion. Alors, ce toast est pour Élise Dubois de Corbeau, la femme qui a regardé sous le lit, la femme qui est devenue ma mère, la femme qui a prouvé que le courage n'exige pas de pouvoir, seulement du cœur. Un hommage vibrant. Tous levèrent leurs verres. Pour Élise, une clameur unanime. Élise pleurait ouvertement maintenant. Marcus la serra dans ses bras, un réconfort silencieux. Et à ce moment, entourée d'amour, Élise sut que chaque difficulté avait valu la peine, chaque peur affrontée, chaque nuit blanche, chaque moment de doute. Un sentiment de plénitude, tout l'avait amenée jusqu'ici, jusqu'à cet instant magique. Dans la nuit du couronnement, après toutes les célébrations, Élise monta seule dans la plus haute tour, un besoin d'introspection. Elle faisait cela chaque fois qu'elle avait besoin de penser, chaque fois qu'elle avait besoin de se souvenir d'où elle venait, un retour aux sources. Elle regarda le royaume là-dessous, les lumières, les maisons, les familles qui vivaient leur vie simple, une vision paisible. Elle pensa à elle-même, 20 ans auparavant, une gouvernante arrivant à un château froid,
sans savoir ce qu'elle trouverait, sans savoir que sa vie était sur le point de changer pour toujours, un destin incroyable. Pensant à des choses profondes, une voix familière la fit sursauter. Élise se retourna. Marcus était à la porte, souriant. Un sourire rassurant. « Me souvenant », dit-elle, avec un sourire mélancolique. « De quand je suis arrivé ici ?» Marcus s'approcha, se tint à côté d'elle, regardant le royaume. Une présence réconfortante. « Je me souviens », dit-il, les yeux brillants de souvenirs. « Tu étais avec une petite valise, des vêtements simples et une détermination dans les yeux qui m'a effrayé, un premier aperçu de sa force. J'étais morte de peur, avoua-t-elle avec un rire. Ça ne paraissait pas, rétorqua-t-il, amusé. Je suis doué pour cacher. Élise rit, un secret bien gardé. Marcus prit sa main. Tu sais ce dont je me souviens le plus ? Quoi ? Demanda-t-elle, curieuse. Du moment où j'ai réalisé que j'étais amoureux de toi. Une confession inattendue. Élise le regarda, surprise. C'était quand ? C'était quand tu t'es placé devant moi pour m'empêcher de tuer Béatrice, expliqua-t-il avec émotion. Tu étais une employée, j'étais le roi, j'étais en furie draconique. Et toi, cette petite femme sans pouvoir, tu t'es placée devant moi et tu as dit « Pense à Léo ». Un acte de bravoure inoubliable. Élise sourit. Tu allais faire une bêtise, j'allais le faire, admit-il avec un soupir. Et tu m'as sauvé, pas seulement Léo. Tu m'as sauvé de ma propre colère, de ma propre douleur. Une dette éternelle. Nous nous sommes sauvés l'un l'autre, corrigea Élise avec douceur. C'est ce que font les familles. Une définition simple, mais profonde. Marcus l'embrassa, lentement, avec tout l'amour de 20 ans, un baiser passionné, et quand ils se séparèrent, le soleil commençait à se lever à l'horizon. Un nouveau jour, un nouveau règne. Une nouvelle ère, pleine de promesses. Mais certaines choses restèrent les mêmes, immuables. L'amour entre eux, la famille qu'ils avaient construite, le foyer qu'ils avaient créé à partir des cendres, un héritage précieux. Le garçon qui était toujours malade, la gouvernante qui a regardé sous le lit, une histoire intemporelle. C'est leur histoire, une légende. C'est notre histoire, une part de nous. Et si vous êtes arrivés jusqu'ici, maintenant, elle est aussi la vôtre. Un partage précieux. La gouvernante a trouvé du poison sous le lit d'un prince mourant. Elle lui a sauvé la vie. Elle a gagné l'amour d'un roi. Elle est devenue reine. Un conte de fées moderne. Mais cette histoire n'est pas sur les couronnes ou les châteaux. Ce n'est pas qu'une belle romance. Elle est sur le fait de faire attention, de ne pas abandonner, de regarder là où personne d'autre ne regarde. Un appel à l'action. Nous avons tous quelque chose de caché sous notre lit, quelque chose qui nous empoisonne petit à petit, quelque chose que personne d'autre ne voit, des secrets enfouis. La question est, avez-vous le courage de regarder? Êtes-vous prêt à affronter vos démons? Avez-vous le courage d'affronter ce que vous trouverez? Pouvez-vous faire face à la vérité? Avez-vous le courage de vous sauver vous-même? Êtes-vous capable de vous relever? Élise l'a eu. Elle a puisé dans ses ressources, et sa vie changea à jamais. La vôtre aussi pourrait bien basculer. Tout commence par un seul acte de courage, un unique instant de vérité, un regard posé sur ces lieux, que tous évitent avec soin. Alors, qu'attendez-vous exactement? Jetez un œil sous votre lit. Vous pourriez être grandement surpris de ce que vous allez y découvrir. Et si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Racontez-moi quelle partie vous a le plus marqué, quel moment vous a fait vous arrêter et réfléchir. Je lis absolument tout et je réponds dans les 2 premières heures à la prochaine histoire, au prochain royaume, au prochain wyvern. Mais n'oubliez jamais, le plus grand trésor ne se trouve pas dans des coffres remplis d'or, il réside dans les personnes que nous choisissons d'aimer et qui choisissent de nous aimer en retour.